RDC, CUEAS, Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, explique les raisons qui ont poussé Kigali à quitter la communauté économique des États d'Afrique centrale. Certains acteurs politiques estiment que la tendance de Bourg-Kigali à voir l'ombre de Pau-Kinshasa dans tout et partout, alors que jadis cela était le contraire, pourrait signaler un début de rééquilibrage des rapports de force diplomatiques et une prise de conscience des organisations régionales qui reconnaissent à demi-mot la responsabilité du Rwanda dans les conflits en cours dans la partie est de la République démocratique du Congo. La raison principale, c'est que le sommet de Malabo, le 26e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, était la passation de pouvoir entre la Guinée équatoriale et le Rwanda, parce que c'est un droit pour chaque pays par ordre alphabétique. Donc c'était le Rwanda qui devait succéder à la Guinée équatoriale, mais la RDC s'y est opposée et a demandé à ce que la présidence équato-guinéenne soit étendue d'1 an parce que le Rwanda aurait agressé la RDC. Mais premièrement, de tous les pays, ce n'est pas la RDC d'accuser qui que ce soit, puisque la guerre actuelle à l'est de la RDC, elle est l'œuvre du Congo, du gouvernement congolais, avec son soutien au mouvement génocidaire FDLR, avec l'organisation de milices locales, Wazalendo, l'importation de drones d'attaque et aussi de mercenaires pour se battre à l'est de la RDC, mais également pour attaquer le Rwanda. Ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Plusieurs attaques se sont déroulées sur notre territoire. Vous vous rappelez en 2019 les attaques à Kinigi qui ont fait, je pense, plus de 19 morts si je ne m'abuse. Et puis il y a aussi les attaques en 2022, des tirs sur notre territoire, des tirs sur le district de Rubavu fin janvier de cette année qui ont fait plus de 16 morts et plus de 160 blessés. Et donc, tout ça ne donne pas le droit à la RDC de s'asseoir sur une table et de demander à ce qu'un autre pays soit sanctionné pour ses propres turpitudes. Donc ça, c'est un problème. Et puis le deuxième problème, c'est de voir une communauté de 11 États membres se laisser manipuler par un tel État. Il est vrai que la commission de la CEAC, spécialement le président de la commission, et aussi s'est laissé manipuler, puisque quand il parle dans un sommet de chefs d'État, dans une réunion à huis clos, on entend parler quasiment un représentant de la RDC. Donc c'est un problème d'une manipulation de toute une communauté pour, disons, répondre au diktat d'un seul pays. Et ça, c'était inacceptable pour le Rwanda, c'est pour ça qu'on a quitté la communauté. La prise de parole de la République démocratique du Congo depuis l'annonce du départ du Rwanda de la CEEAS au RDC Rwanda, Kinshasa dénonce une tendance inquiétante à se retirer des traités dès qu'une redevabilité est exigée. La République démocratique du Congo a exprimé sa préoccupation dimanche à une tendance qu'elle juge inquiétante, celle de se retirer d'un traité ou bloquer un processus dès qu'une exigence de redevabilité est évoquée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Kinshasa estime que cette posture, tolérée trop longtemps, a conduit à des accords sans redevabilité, donc sans durabilité. Le gouvernement congolais réagit dans un contexte marqué par le retrait annoncé du Rwanda de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. La RDC rappelle que le différend avec Kigali est alimenté par des actes d'agression dénoncés, notamment par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat des forces armées rwandaises. Ces actes, souligne le communiqué, violent l'article 34 du traité révisé de la CEEAC qui interdit tout recours à la force entre États membres. Un instrument juridique s'applique dans son intégralité où il perd toute portée, indique Kinshasa, qui affirme rester engagé dans les processus de paix en cours sous l'égide de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Le ministère congolais insiste, participer à un processus de paix ne saurait signifier effacement du passé ni immunité pour des crimes graves. Il appelle les institutions régionales et internationales à réaffirmer, par des actes concrets, leur attachement à la légalité, à la responsabilité et à l'intégrité territoriale des États. Les rails, nous a-t-il dit, étaient strictement surveillés et contrôlés.
Craignant des représailles du gouvernement, il a accepté de parler à NBC à condition de rester anonyme. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son témoignage. Pour garantir son anonymat, nous lisons un extrait de la transcription de son entretien. J'ai un membre de ma famille. C'est mon cousin. Il m'a appelé. Il a dit, l'ennemi est très dangereux ici. Il a dit, nous avons très peur. Et il tremblait. Vous savez, sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. Il vous emmène au cimetière, il vous montre le cercueil, puis il l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Après cela, il surveille les familles, leurs conversations, s'ils partagent ce qui leur est arrivé. Ils sont censés rester silencieux. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches morts dans l'est du Congo. Quand quelqu'un est mort, parfois il ne vous reste absolument plus rien du tout à craindre. Ils n'ont plus rien, absolument plus rien à perdre, vraiment plus rien. Près de 4 années de conflit ont eu leur plus lourd impact sur les civils congolais. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Et les tentatives du Rwanda de dissimuler leur présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport ayant fuité en janvier 2024. L'image de notre pays doit être mieux gérée ici donc en France. Et Émile Ngoy est très à cheval pour faire à la fois le travail au niveau de l'ambassade, mais aussi au niveau de la représentation à l'UNESCO, où j'étais également avec le professeur Moussila, Cyril Moussila, qui est notre représentant à l'UNESCO. Il y a des sérieux problèmes à l'UNESCO, ça je peux le dire. J'ai fait un travail des journalistes, Tofouti Nyangote, c'est pas beaucoup, hein, un petit sang, voilà, un petit sang à liquider, bon à l'icolo, donc à liquider comme ça, et puis il faut qu'on puisse en tout cas leur donner les moyens. Ce n'est pas encore fait. On a des bons diplomates, mais qui sont dégarnis pour sauver l'image de notre pays. Le gouvernement congolais dit l'Ouganda c'est notre partenaire. Comment notre partenaire, là je demande à la dame, va voter contre nous aux Nations Unies? Moi, je reviens dans la situation avec le Conseil d'État de l'ONU. Je salue le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent de l'ONU. Je salue en tout cas ces bravos de Madame Wagner. Il faudrait signaler que c'est depuis dans les années 93. Est-ce que c'est elle qui a fait ça? C'était depuis les années 93 en tout cas. 93. Que le Congo, le Zaïre à l'époque de Mobutu, a été porté en tant que non permanent. Être non permanent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça influence. Aujourd'hui, le Congo, on est en train de crier en tout cas à l'assainissement, à l'assaut des Rwandais. Mireille Kabala, on est membre non permanent au niveau de membre du Conseil de sécurité. Oui. Concrètement, ça change quoi? Nous allons siéger, nous allons influencer dans les décisions. En faisant quoi? Nous allons influencer dans les décisions. Membre non permanent, ça veut dire qu'on vote pas? Non, on vote pas, mais on est là. On décide pas, ce sont les 5 permanents qui votent. On influence. Oui, c'est là où le bas blesse. Si on vote pas, ça sert à rien. En fait, c'est l'honneur. C'est comme on est membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies, on est dans la salle, mais on nous tape dessus. Non, on influencera. En tant que membre non permanent, nous pouvons influencer les décisions. Mais concrètement, on fait comment? Nous allons influencer, c'est très important dans la décision. Vous savez, quand il y a les Nations Unies qui siègent et qu'il y a des nations qui peuvent influencer les grandes nations, c'est très important pour une diplomatie. En faisant quoi si on ne peut même pas voter? Parce que quand les permanents ont le droit de veto, oui, ils initient des résolutions et bon, ils apportent là sur la table et puis les non permanents au stade. Non, vous savez qu'il y a des réunions. Je suis de la diplomatie. Il y a des réunions lorsque, par exemple, d'abord c'est à huis clos. Et si vous êtes non permanent, vous avez d'abord une chance de pouvoir être dans la. Voilà, vous avez d'abord une chance de pouvoir participer. Et cela peut en fait influencer, par exemple, ce désordre rwandais qui inflige le Rwanda au Congo. Nous avons aussi repensé et changé le processus d'obtention du passeport. Le passeport ne s'obtient plus à un guichet où on doit payer pas $99, mais $99 plus ... Le passeport se paie uniquement en ligne ou à un guichet bancaire.
Cela veut dire que nous avons complètement éliminé l'interférence humaine que nous connaissons, qui est malheureusement un des facteurs avec lesquels nous vivons dans beaucoup d'aspects de notre vie publique, mais nous avons vraiment fourni des efforts importants pour enlever ce facteur humain et pour donc permettre aux Congolais et la Congolaise d'accéder facilement à ce passeport sans interférence avec un paiement direct. Et grâce à l'intervention directe et personnelle du chef de l'État, nous avons maintenant un passeport dont le prix n'est pas 99 $ comme c'était initialement prévu, et j'avais l'intention de le lancer à 99 $, mais plutôt un passeport à 75 $. La prochaine étape pour moi, et je suis très ambitieuse là-dessus, c'est de basculer vers un visa numérisé, un e-visa, comme beaucoup d'autres pays l'ont. Cela voudra dire que ce sera aussi beaucoup plus facile de venir en République démocratique du Congo. Nous aurons encore une fois des processus numérisés, sécurisés et beaucoup plus faciles aussi à payer avec des transactions bancaires et supervisées et sécurisées. Nous ciblons aussi, pour mieux accompagner les Congolais de l'étranger, aussi le lancement de cartes consulaires uniformisées que nous aurons de la même manière dans toutes nos ambassades pour permettre aussi aux Congolais et aux Congolaises de l'étranger de circuler librement, de pouvoir s'identifier sans devoir toujours avoir leur passeport sur eux et d'accéder mieux aux services respectifs des pays hôtes dans lesquels ils se trouvent. Les conditions de travail de nos diplomates, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Un des points sur lesquels nous avons travaillé pendant ces derniers 12 mois, c'était déjà de fluidifier le processus de la paix. Fluidifier le processus de la paix en mettant en place une task force conjointe du ministère du Budget, des Finances et des Affaires étrangères. Au-delà de cela, nous nous rendons compte, et je pense que c'est à travers justement ce travail d'équipe que nous avons pu identifier beaucoup des obstacles récurrents. Nous nous rendons compte qu'en numérisant certaines choses, encore une fois, la fameuse numérisation, nous pouvons accélérer ces processus. Et donc maintenant, nous sommes vraiment dans des conversations très avancées avec des prestataires qui pourraient nous permettre justement de numériser l'entièreté, disons, de la fiche de paie des diplomates à l'étranger pour nous permettre d'avoir des paiements plus rapides. Et surtout, une chose à laquelle je tiens énormément, c'est d'avoir aussi des paiements dans des intervalles plus brefs. Les infrastructures sont extrêmement importantes. Elles sont une sorte de vitrine et évidemment, nous avons un souci de nous assurer, pas seulement que nos diplomates, nos ambassadeurs, nos agents des affaires étrangères travaillent dans de bonnes conditions, mais aussi justement que ces ambassades soient une vitrine positive ou reluisante de la République démocratique du Congo et soient attrayantes et soient surtout un endroit qui attire les Congolais.